Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter les résultats de notre essai qui portait sur les effets d'une déplétion-réplétion en phosphore et en calcium sur les performances et la minéralisation osseuse des porcs en croissance. Je m'appelle Marion Lautroux, je suis étudiante au doctorat en sciences animales en co-tutelle internationale supervisée par Marie-Pierre Letourneau-Montminy à l'Université Laval et par Philippe Schmidli à l'AgroParisTech dans l'unité de modélisation de l'INRAE à Paris. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au phosphore pour deux raisons principales. La première, c'est le fait que c'est une ressource limitée qui entraîne un coût important et dont la disponibilité est en forte baisse. Donc là, on a une question de durabilité. Et la seconde raison, c'est plutôt autour des rejets en phosphore qui peuvent entraîner de l'eutrophisation. Donc là, on est plutôt sur une question environnementale. Et donc, pour pallier à ces problèmes, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure utilisation du phosphore chez le porc en croissance. Donc pour ça, on s'est placé d'un côté nutritionnel en testant la stratégie de déplétion qui permettrait d'augmenter l'efficacité d'utilisation du phosphore. Donc qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de déplétion-réplétion? Imaginons qu'on a un plan d'alimentation en 3 phases où classiquement on va viser de nourrir les porcs aux besoins en phosphore et en calcium. Là, on va consciemment carencer les animaux pendant la phase 1 ou la phase 2, donc ce sera notre période de déplétion. On va les carencer soit en phosphore et calcium, et ce sera suivi d'une période de réplétion. Pourquoi on s'intéresse à cette stratégie? Parce que dans des essais précédents, on s'est rendu compte qu'on pouvait atteindre avec cette stratégie un même niveau de contenu minéral osseux qu'un groupe de porcs nourris aux besoins tout au long de sa croissance. Mais dans un second essai, on s'est rendu compte que c'était une stratégie qui ne marchait pas à tous les coups, notamment quand, pendant la déplétion, la carence était plus forte en calcium qu'en phosphore. Donc, nos hypothèses, c'est qu'on pourrait avoir un même niveau de minéralisation osseuse avec une stratégie de déplétion-réplétion versus un contrôle, que la déplétion pourrait augmenter l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium, et qu'on pourrait aussi avoir un même niveau de minéralisation osseuse avec des stratégies avec et sans phosphate. Donc pour ça, on a testé 5 stratégies alimentaires sur 240 porcs qui étaient répartis en 40 parcs. Pour le groupe contrôle, on visait à avoir une couverture des besoins en phosphore digestible et en calcium de 100% pour une minéralisation osseuse maximale. Et ça pendant toute la croissance de l'animal, donc de 25 à 125 kg environ. Pour le premier groupe de déplétion, donc le groupe CNC, il recevait la même ration que le groupe contrôle pendant la phase 1 et la phase 3. Il était déplété pendant la phase 2 avec une couverture des besoins en phosphore digestible de 60% et de 65% pour le calcium pour justement éviter d'avoir une carence plus forte en calcium qu'en phosphore, ce qui nous est arrivé à un ratio calcium-phosphore digestible de 2,6. Le deuxième groupe d'animaux déplétés était également déplété pendant la phase 2 avec 60% de couverture des besoins en phosphore digestible, mais 80% en calcium, donc avec un ratio de 3,2. Le groupe phytase ne recevait pas de phosphate dans aucune des phases. Il recevait donc des phytases, mais ça ne nous permettait pas d'atteindre 100% de couverture des besoins en phosphore digestible et calcium pendant la phase 1. Donc c'est pour ça que là, on est à 60%. Par contre, on pouvait atteindre les 100% pendant les phases 2 et 3. Et enfin, le groupe bas, lui, recevait un aliment qui couvrait 60% des besoins en phosphore digestible et calcium pendant toute la durée de l'essai. Les animaux étaient pesés individuellement à chaque début et fin de phase et la consommation moyenne par jour a été estimée par parc et par phase. 8 animaux par traitement ont été scannés à chaque début et fin de phase, ce qui nous a permis d'avoir le contenu minéral osseux. On a aussi réalisé des collectes totales de fesses et d'urine séparément, avec 6 porcs par traitement, donc dans les groupes contrôle, phytase et bas en phase 1,
Et on a réalisé la même mesure en phase 2, mais sur les groupes contrôle et les deux groupes déplétés, donc CNC et CHC. Et donc avec ça, on pouvait avoir les excrétions de calcium et de phosphore dans les urines et les fesses. Au niveau des résultats, donc en phase 1, on avait bien 3 traitements. On avait le groupe contrôle, le groupe phytase et le groupe bas, avec les deux derniers groupes qui recevaient le même niveau de phosphore digestible et de calcium. Au niveau du poids, il n'y avait aucune différence entre les trois groupes différents. En revanche, au niveau du GMQ, le GMQ du groupe phytase était en dessous du groupe contrôle. Et au niveau de la conso et de l'efficacité alimentaire, on n'a relevé aucune différence. Le contenu minéral osseux ainsi que le gain de contenu minéral osseux étaient plus bas dans les groupes phytase et bas que dans le groupe contrôle. Donc ça nous montre qu'en phase 1, la déplétion, elle a réussi. En plus, le groupe phytase et le groupe bas avaient le même niveau de contenu minéral osseux. Donc ça veut dire que manifestement, la phytase a fonctionné. Mais alors, pourquoi la croissance du groupe phytase a été diminuée? En fait, dans les excrétions urinaires, on se rend compte que le phosphore a été très limitant puisqu'il est indétectable dans le groupe phytase, alors qu'on retrouve beaucoup de calcium dans ses urines, ce qui nous montre qu'on a certainement dû être face à un excès en calcium absorbable. Et donc ça, on le confirmera avec l'analyse des prises de sang qu'on a faites. En phase de déplétion, donc là, on a deux groupes qui s'ajoutent, les deux groupes déplétés, CHC et CNC. Il n'y a aucune différence qui a été mise en évidence au niveau des performances de croissance entre aucun des groupes. Le contenu minéral osseux en fin de phase 2 était le même dans le groupe contrôle, le groupe phytase et les deux groupes déplétés. Ce qui nous montre, que le groupe phytase a complètement rattrapé le retard de croissance osseuse qu'il a connu en phase 1. Et deuxièmement, il semblerait que la déplétion n'ait pas fonctionné en phase 2. Et de façon assez logique, on se rend compte que le gain de contenu minéral osseux était beaucoup plus important dans le groupe phytase que dans le groupe contrôle, alors que les animaux recevaient le même niveau de phosphore digestible et de calcium. Donc là, on a sans doute une sorte d'effet mémoire de la déplétion qui a provoqué une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium en phase de réplétion. Et en analysant aussi les urines de cette phase 2, on s'est rendu compte que le calcium était limitant pour tous les traitements, parce qu'il est indétectable dans toutes les urines. En revanche, bien qu'on ait essayé de provoquer des déséquilibres entre phosphore et calcium dans certains traitements, il n'y a aucune différence sur les excrétions de phosphore des différents groupes. Donc là, je pense qu'il y a dû se passer quelque chose peut-être au niveau de l'aliment. Et encore une fois, on pourra confirmer ça avec les analyses de sang. Et finalement, en phase de réplétion, on a toujours considéré qu'on avait 5 traitements différents pour pouvoir prendre en compte le vécu et le passé des animaux qui ont été déplétés en phase 2. Donc, en fin d'essai, aucune différence a été mise en évidence au niveau des poids vifs. Donc, on n'a pas touché les performances des animaux. En revanche, au niveau du GMQ, on a toujours un GMQ plus faible dans le groupe phytase que dans le groupe contrôle, comme en phase 1. Donc là, j'ai tendance à penser qu'on a encore certainement eu un excès en calcium. On a aussi une tendance à ce que le GMQ soit plus élevé dans les groupes déplétés en phase 2 par rapport au groupe contrôle. Donc ça pourrait mettre en évidence que la déplétion a stimulé la croissance en phase de réplétion. Au niveau du contenu minéral osseux et du gain de contenu minéral osseux, les seules différences qu'on peut mettre en évidence en fin d'essai, c'est entre les groupes contrôle et le groupe bas qui a été déplété pendant les 3 phases. Il y a quand même une tendance qui existe qui ferait penser que le gain de contenu minéral osseux a été plus élevé dans le groupe déplété en phase 2 avec un ratio normal calcium-phosphore. Donc le gain de ce groupe-là aurait été plus important que dans le groupe contrôle ou dans l'autre groupe de déplétion. Donc bien qu'on n'ait pas diminué le contenu minéral osseux en fin de phase 2, j'ai l'impression que la déplétion a quand même fonctionné parce qu'on a une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium.
Donc, pour récapituler, on avait des animaux qui avaient un même contenu minéral osseux en début d'essai. En fin de phase 1, on voit que la déplétion a fonctionné puisque les groupes phytase et le groupe bas sont en dessous du groupe contrôle. Pendant la phase 2, le groupe phytase, on voit ici qu'il a clairement rattrapé son retard de croissance osseuse puisqu'il rejoint le groupe contrôle et les deux groupes déplétés en phase 2 comme si la déplétion n'avait pas fonctionné. Mais on voit sur ce graphique que finalement, numériquement, les groupes qui ont été déplétés, le groupe phytase compris, a un contenu minéral osseux au-dessus du groupe contrôle. Donc là, il y a eu une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore qui est assez claire. Et on peut même se demander si avec une phase de réplétion un peu plus longue, on n'aurait pas pu voir ça aussi statistiquement parlant. Donc, finalement, on n'a pas eu de différence de contenu minéral osseux ni de poids vif entre les animaux contrôle, phytase et déplétés. Ça veut dire qu'on a réussi à nourrir les animaux avec moins d'apport de phosphate et avec des rejets en phosphore diminués, sans toucher les performances, sans modifier la date d'abattage, grâce à une déplétion justement qui a permis l'augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium. On aurait la possibilité de nourrir des animaux sans phosphate, mais ça semble être une stratégie encore un peu à ajuster parce qu'on a quand même eu une petite perte de performance en phase 3 sur le groupe phytase. Là, les analyses de sang vont être cruciales pour nous aider à comprendre tout ce qui a pu se passer dans l'essai. Et les résultats vont être utilisés et comparés aussi avec le modèle qu'on a sorti cette année. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Alors, merci Marion. On pourrait passer à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, Dan, je te laisse la parole. Oui, bonjour Marion. Dan Bussière. Petite question rapide. Tu parlais vers la fin que ça peut permettre les phases de déplétion de réduire les apports en phosphore total. Est-ce que vous avez fait le calcul sur l'impact total du phosphore ingéré par rapport aux différents traitements et aussi peut-être une appréciation économique là, pour voir les impacts économiques et aussi les rejets au niveau environnemental? Non, on n'a pas du tout été sur des calculs économiques. Je n'ai pas encore fait de calcul sur l'ingestion totale. Enfin, je n'ai pas fait de comparaison. Mais ça paraît assez logique parce que dans les phases de déplétion, on apporte quand même 40% moins de phosphore que dans le groupe contrôle. Et voilà. Il y avait une autre partie de question que je me souviens plus, je crois. Je parlais des rejets environnementaux, mais ça va probablement dans le même sens que la quantité de phosphore ingéré. Là. Ouais, c'est ça. Puis les FSS, les résultats des analyses de FSS ont l'air d'aller quand même dans ce sens-là aussi. OK, merci. Alors, une prochaine question avec Christian. Oui, merci. Excellente présentation. Encore une fois, Marion, tu montres que la dynamique de l'absorption du calcium et du phosphore, c'est quelque chose quand même très dynamique, que ce n'est pas très statique. Je me posais la question, dans vos expériences, est-ce que vous avez mesuré que les hormones et vitamines D qui sont appliquées dans la régulation du calcium, on parle ici de la PTH, de la calcitonine, qui est la vitamine D, parce que sûrement que ça a dû changer en fonction des traitements. Ouais, on va analyser là les vitamines D et aussi les marqueurs osseux, mais on n'a pas encore les résultats des analyses de sang. Mais effectivement, je m'attends à des différences, surtout entre le groupe bas et le groupe contrôle, par exemple. Ouais. Bien, merci. Une dernière question avec Raphaël. Oui, Marion, merci pour la présentation. En fait, j'avais une question, peut-être que ça n'a pas de réponse, mais quelle est la limite à baisser la masse osseuse des animaux sans générer des problématiques de fractures dans des conditions commerciales? Effectivement, j'ai pas cette réponse et c'est pas aussi simple que juste un niveau parce que il y a eu un essai qui a été fait dans l'équipe et justement il y a eu des problèmes de boiterie, de pâtes, etc.
Et le niveau n'était pas forcément très bas, mais c'est dans cet essai-là qu'il y a un déséquilibre un peu entre calcium et phosphore, quoi. Donc, il faut autant miser sur le niveau en soi que bien garder en tête que le ratio calcium-phosphore est important.